1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. Ndenge nini kosala pona ko benga Congo na benga Congo. L'heure aux na Congo Mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez likolo place bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga nga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga nga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi, na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. L'analyse du jour. Alors bonjour et bienvenue sur Congo Mikili. Aujourd'hui dans notre émission de l'analyse du jour, j'ai avec moi le professeur Emongo, qui est professeur au collège à Hunsik dans la région de Montréal où il enseigne la philosophie et également professeur d'université à l'université de Montréal où il enseigne la théologie et l'anthropologie. Monsieur Emongo, merci beaucoup d'être avec nous. On va tout de suite commencer l'analyse de notre premier sujet. Bonjour madame. Merci beaucoup. Alors, le sujet qui domine la presse quinoise ce matin, c'est bien évidemment la loi Bochab, loi qui porte le nom de celui qui l'a proposée, à savoir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, qui prévoit la répartition des sièges par circonscription pour les élections locales et municipales. Alors, pour remettre un petit peu en contexte, je vais résumer rapidement. Ce texte avait été adopté par le Parlement présidé par Aubin Minakou avant d'être remis en question par le Sénat, qui est lui présidé par Léon Kengo. Il a vendredi dernier été refusé en seconde lecture par le Sénat en clôture de la session extraordinaire de juillet. La Prospérité, dans sa une, parle d'une répartition des sièges. L'Assemblée nationale s'assume. Pour ce faire, le bureau Minakou a activé les dispositions de l'article 135 de la Constitution. C'est un peu technique, hein, mais on va revoir ça un petit peu avec vous. Donc l'article 135 de la Constitution qui accorde le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de divergence, rapporte le quotidien. Ce n'est pas l'avis du quotidien Le Phare qui lui voit plutôt en cette loi un piège. Le journal titre en manchette « Loi Bochab, Minakou piégé par Léon Kengo ». Le Forum des As, lui, remet en cause la bonne foi des députés en dénonçant la volonté des sénateurs de retarder à leur manière le processus qui mène vers les élections locales et provinciales. Or, les provinciales ont notamment vocation à mettre fin au très long mandat des sénateurs, les élus des élus,
Ça fait 8 ans que les sénateurs siègent, ils ont été élus en 2006, et ils symbolisent vraiment le premier de tous les glissements qui a eu lieu au Congo. Alors, Monsieur Mongo, c'est beaucoup de choses, je sais que très bien que vous allez résumer ça un petit peu mieux que moi. Alors, entre les points un peu non constitutionnels relevés dans la loi par certains sénateurs, mais d'un autre bord, une volonté de ces derniers de retarder le processus électoral, comme dénoncé par les députés, on est un peu entre les deux. Dans ces deux camps, qui dit vrai, qui dit faux? Quelle est, selon vous, votre analyse sur ce sujet-là? Rosanne et chers internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau de Congo Nikili pour analyser quelques éléments d'actualité de mon cher pays, la République démocratique du Congo. Par rapport, Rosanne, à votre question, le premier sujet du jour, commençons peut-être par une mise au point. La presse locale au Congo sur place, et particulièrement à Kinshasa, parle de la loi Boshab. Non, il s'agit très précisément d'un projet de loi portant modification d'une loi existante. Nous en sommes donc à un projet de loi qui doit suivre son cours normal, c'est-à-dire première lecture dans la chambre basse, puis lecture dans la chambre haute pour l'information ou pour simple rappel pour nos internautes qui certainement le savent. Le Parlement congolais est ce qu'on appelle un Parlement bicamériste, c'est-à-dire composé de deux chambres, la Chambre des représentants, comme on dit ailleurs, ou ce qu'on appelle là-bas l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée des députés, et la Chambre haute, qui est le Sénat. Et les sénateurs sont élus par des députés, donc sont les élus des élus. Les députés, l'Assemblée nationale est donc, si vous voulez, le cœur même du Parlement dans ce système, dans la mesure où les députés représentent directement le peuple. Alors donc, il y a eu une première lecture au niveau de l'Assemblée nationale, tout de suite adoption du projet de loi, intégralement ou presque. Il y a eu transmission, comme il se doit, de ce projet au niveau du Sénat pour examen. Le Sénat a rejeté le projet une première fois. Le Sénat a encore rejeté le projet en deuxième lecture, parce que la loi prévoit un certain nombre de lectures, au moins 2 en tout cas. Et donc, ce faisant, nous sommes en face d'un cas flagrant de divergence entre les deux institutions qui ensemble forment le Parlement. Le Parlement étant, faut-il le rappeler à nos internautes, la plus haute institution en système démocratique. Le mot Parlement, dans le mot Parlement, il y a le mot parole ou parler. C'est que nous allons débattre et ce sont les meilleures idées qui devraient gagner. Ça, c'est le principe de base depuis la Grèce antique. Le Parlement, c'est ce lieu que les Grecs appelaient la boulée, l'assemblée du peuple, la totalité du peuple, qui pouvait déléguer une partie de ses pouvoirs à un conseil, qui pouvait déléguer ensuite une autre partie de pouvoir à des techniciens, si vous voulez, la Britannie, etc. Ça, c'est dans la Grèce antique, quelques siècles avant notre ère. Aujourd'hui, et particulièrement au Congo, les deux institutions, les deux chambres, qui ensemble forment la plus haute institution démocratique de la République démocratique du Congo, sont en divergence d'opinion sur un projet de loi. Faut-il aussi rappeler à nos internautes que le système démocratique fonctionne précisément par les lois, c'est-à-dire vous et moi, Rosanne, nous supposons que nous avons élu des députés qui nous représentent, à qui nous déléguons notre pouvoir. C'est nous le souverain, le peuple. Nous déléguons notre pouvoir pour que ces députés prennent des décisions en notre nom. Des décisions qui vont nous être appliquées et nous allons les accepter parce qu'au fond, c'est nous-mêmes qui aurions en ce moment-là pris ces décisions à travers nos députés. Or, lorsque le Parlement est en quelque sorte paralysé par un cas flagrant de divergence, il y a des mécanismes qui ont été prévus par la loi. L'un de ces mécanismes, c'est précisément
l'article 135 de la Constitution. L'article 135 de la Constitution prévoit plus ou moins deux choses. Nous sommes ici à un niveau de la technicalité même du droit. Je ne rentrerai pas dans les grandes subtilités, je ne suis pas tout à fait un homme de droit, au sens où je ne suis pas un juriste, mais quand même, c'est un texte qui se lit assez aisément. Un des mécanismes de l'article 135 de la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est que précisément, en cas de divergence entre la Chambre basse et la Chambre haute, entre l'Assemblée nationale et le Parlement, eh bien, il y a lieu de mettre sur pied une commission mixte paritaire. Donc, pour éviter de prolonger ou de répercuter encore une fois cette divergence, la commission va être à la fois mixte, donc des représentants du Sénat et des représentants de l'Assemblée nationale, mais paritaire, 5-5 ou 10-10 ou 15-15. L'esprit de cette loi, de cet article, c'est qu'on aille vers une résolution du problème de manière consensuelle. Donc le but n'est pas d'arriver avec une loi qui n'aurait pas fait suffisamment consensus. Parce que les lois vont être appliquées, ce sont des lois républicaines qui vont être appliquées à l'ensemble de la vie nationale. Si ces lois ne représentent qu'une fraction ou quelques fractions de l'opinion nationale, on a un réel problème de légitimité. Voilà pourquoi l'article 135 prévoit d'abord la mise sur pied d'une commission mixte paritaire afin d'arriver à un résultat consensuel. Deuxième disposition, deuxième mécanisme de l'article 135 de la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est que si jamais cette commission n'aboutit pas finalement à un consensus, eh bien l'Assemblée nationale, donc la Chambre basse, la Chambre des députés, a donc le pouvoir, de par la loi, de par la Constitution, d'aller de l'avant en reprenant soit le texte qu'elle-même, cette Assemblée, avait déjà accepté, avait déjà voté, soit en le modifiant légèrement à partir de quelques amendements proposés éventuellement par le Sénat. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'Assemblée nationale serait, si vous voulez, la dernière voie, le dernier recours. Et en ce moment-là, ce serait totalement constitutionnel. J'insiste, Rosane, nos internautes doivent comprendre qu'au-delà de cette espèce de fatras juridique, je dis fatras sans mépris, mais c'est un peu ça le droit, toujours un langage hautement spécialisé, l'enjeu véritable est celui-ci, à mon sens. Le Sénat, d'accord ou pas d'accord, l'Assemblée nationale dominée par la majorité favorable à Joseph Kabila aura finalement la dernière parole, et cela est garanti par la Constitution. Ce qui veut dire que le projet de loi de Évariste Bouchab passera. Je ne vois pas très bien comment ce projet ne passerait pas de ce point de vue-là. Mais il y a un autre enjeu, celui de la légitimité. C'est l'enjeu de l'esprit même du texte. Si cette loi passe sous cette forme-là, c'est-à-dire à travers une sorte de forcing, je dis bien une sorte parce que c'est quand même légal, c'est quand même constitutionnel. Si cette loi passe, eh bien, on aura un grave problème encore une fois avec le régime au pouvoir de légitimité. Parce qu'il n'est pas une seule fraction de l'opinion nationale ou des forces vives de la nation congolaise qui ne soit en désaccord sur un point ou un autre avec ce projet de loi. Alors, question Rosane, et c'est peut-être là l'essentiel de cette analyse. Pourquoi les députés nationaux, pourquoi l'Assemblée nationale, qui parle au nom du peuple, s'entête-t-il à vouloir absolument faire aboutir ce projet de loi, alors même que ce peuple qui l'a élu et qu'il est supposé représenter s'y oppose à peu près à tous les niveaux, y compris au niveau du Sénat.
Alors là, on va encore une fois rentrer dans la même logique de la gouvernance par défi, même si constitutionnellement l'article 135 le permet, mais un gouvernement minimalement responsable se préoccupe de son opinion. Moi, je vis au Québec, au Canada. Je me souviens d'un moment où les libéraux du Québec sont arrivés au pouvoir sous Jean Charest et qu'il avait tout de suite voulu faire ce qu'il a appelé la réingénierie de l'État. On va remanier l'ensemble de l'État dans un certain nombre de programmes, etc. Eh bien, en voulant toucher à certains points qui concernent l'environnement, etc., la population est descendue dans la rue, massivement. Mais c'était alors des manifestations monstres. Je me souviens qu'en ce moment-là, le Premier ministre du Québec, Jean Charest, disait « J'ai reçu un mandat clair ». Oui, il avait une majorité au Parlement. Sauf que la même population, le même peuple qui avait voté cette majorité, lui disait dans la rue et de manière démocratique, personne n'avait pris les armes pour ça, on n'est pas d'accord avec les lois que tu veux faire passer. Ouais. C'est exactement ça qu'il faut que nous comprenions au Congo. Est-ce que le régime Kabila peut, pour une fois, se mettre véritablement à l'écoute du peuple et ne pas faire passer de lois qui, parce qu'elles sont éventuellement favorables à ce régime et parce qu'éventuellement la Constitution le permet, eh bien on y va, peu importe ce que le peuple du Congo pense. Nous, en ce moment-là, la loi sera là, elle sera légale, mais elle risque de ne pas être suffisamment légitime. C'est un point extrêmement important dans tout système dictatorial. Il y a une légalité au pouvoir. Mais la question de la légitimité, c'est tout l'enjeu de toutes les dictatures du monde. Voilà, Rosen, un élément d'analyse. Un deuxième élément d'analyse. C'est vrai qu'il y a, de mon point de vue, apparence de conflit d'intérêts pour le Sénat dans cette affaire. Je dis bien apparence parce que le conflit d'intérêts n'est pas encore établi. Il faut une institution qui l'établisse formellement, c'est-à-dire hors de tout doute raisonnable. Jusqu'à preuve du contraire donc, nous sommes en situation d'apparence de conflit d'intérêts pour le Sénat dans la mesure où on peut, à bon droit d'ailleurs, supposer que le Sénat pourrait bien vouloir retarder l'élection de ses membres, puisque si ce projet de loi, en principe, passe, eh bien, en ce moment-là, on ira vers de nouvelles élections et donc ceux qui sont aujourd'hui au Sénat, estimant sans doute, c'est encore des préjugés, estimant sans doute qu'ils risqueraient de ne pas être réélus par leurs pairs députés, advenant des changements au niveau de l'Assemblée nationale, donc de la Chambre basse. On peut donc supposer qu'ils ont comme un intérêt, plus ou moins caché, de ne pas vouloir faire passer ce projet de loi et donc de ne pas vouloir qu'on aille vers les élections au niveau de ce qu'on appelle au Congo les entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les élections en deçà du vice-gouverneur de province, le district jusqu'en bas. Bien, mais ce conflit d'intérêts, et c'est là la question, la deuxième question que je pose au plan de l'analyse, n'est-il pas une simple querelle de chapelle à l'intérieur de la même confrérie? Quel est ce sénateur capable de regarder Joseph Kabila en face et de dire non à un projet favorable à Joseph Kabila? Probablement qu'ils existent. Je m'excuse auprès de nos internautes, je ne les connais pas. C'est peut-être quelque chose que j'ai encore à apprendre. Nous savons qu'il y a des hommes à poigne dans ce Sénat, des gens d'expérience qui ont du caractère. Léon Kengo lui-même, c'est quelqu'un qui est suffisamment respectable. J'insiste, suffisamment respectable. Je n'ai pas dit qu'il était nécessairement et totalement respectable. Mais jusqu'à quelqu'un parmi nos internautes peut-il nous rappeler un cas où ce Sénat, pour ne parler que de lui, se serait opposé à un projet favorable à Joseph Kabila au nom du haut intérêt de la nation congolaise?
qu'il nous donne cette information, ça nous aiderait peut-être à avancer. Donc, je redoute ici, Rosane, que nous soyons dans une espèce de querelle de chapelle, encore une fois, où le Sénat et l'Assemblée nationale vont se renvoyer la balle jusqu'à ce que finalement le projet passe et nous, on aura assisté à, j'ai failli dire, un simulacre de fonctionnement réellement démocratique. Maintenant, ce qui se passe jusqu'à preuve du contraire, c'est bien ainsi que ça doit se faire. Il y a des débats autour d'un projet de loi, ça va de l'Assemblée nationale au Sénat, ça revient, il y a des dispositions qui sont prévues au cas où il y a divergence, etc. Mais en définitive, le Sénat, comme l'Assemblée nationale, n'est-ce pas blanc, bonnet, bonnet blanc, ou bonnet blanc, blanc, bonnet, ce qui revient exactement au même. Point d'interrogation. Je comprends votre... Je termine juste un instant. J'avais une petite question, peut-être que vous pourrez me répondre. Si, vraiment une hypothèse, l'une des raisons pour lesquelles cette loi avait beaucoup été remise en question, c'est par rapport au nouveau majeur. On l'avait dénoncé comme étant inconstitutionnel, donc contraire à la Constitution. Est-ce que si on arrive à prouver que cette loi ne répond pas clairement à ce que la Constitution oblige, c'est la loi qui est la plus dominante, la Constitution. Donc si on arrive à prouver que cette loi est anticonstitutionnelle, si ce que les sénateurs disent, ils arrivent à le prouver, est-ce qu'ils pourraient éventuellement arriver à faire en sorte que cette loi soit au moins modifiée pour qu'elle soit constitutionnelle puis qu'elle puisse peut-être mettre tout le monde d'accord, ou est-ce que quoi qu'il arrive, l'Assemblée, le Parlement a toujours le dernier mot, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est juste une question, peut-être que vous aurez la réponse, si vous ne l'avez pas, bien sûr, je sais que vous n'êtes pas juriste, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'imagine que vous y connaissez, donc j'imagine que vous aurez un élément de réponse par rapport à cette question-là. En effet. Commençons peut-être par le commencement. Ici même sur ce plateau de Congo Mikili, dans le cadre de cette même émission, il n'y a pas tellement longtemps, une semaine ou deux, je disais précisément, je rappelais qu'une frange de l'opposition dite parlementaire s'était retirée de l'hémicycle pour s'adresser au peuple à travers les médias sur l'inconstitutionnalité, entre autres, de ce projet de loi. Et je disais précisément en ce moment-là que cette seule donne le simple soupçon d'inconstitutionnalité du projet de loi invalidait totalement les autres critiques, les autres amendements, tout ce qu'on pourrait faire. Mais voilà donc un élément de l'imbroglio juridico-politique dont on nous a habitués au Congo-Kinshasa. C'est que précisément, Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, s'est pratiquement déjà prononcé pour l'activation, si d'ailleurs ce n'est déjà fait, des mécanismes de l'article 135 de la même Constitution que le même projet de loi risque de violer, ou, je dis bien risque parce que ce n'est pas encore une loi, donc il n'y a pas encore violation. Mais le risque de violation est là. Mais voyez-vous, Rosanne, et voyez-vous, chers internautes, pourquoi il faut pousser cette analyse aussi loin? Parce que précisément, le régime en place à Kinshasa utilise la lettre du droit, de la loi, mais pas l'esprit de la loi. Donc, puisqu'il est écrit article 135 qu'on peut aller à une commission mixte paritaire, et ensuite c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, très bien, Aubin Minaku saute tout de suite là-dessus. Mais lorsqu'un projet de loi, dans n'importe quel pays au monde qui a la prétention d'être minimalement démocratique, lorsqu'un projet de loi, dis-je, est simplement suspecté d'inconstitutionnalité, il y a en principe un appareil d'État qui s'appesantit sur le projet, même parallèlement, n'est-ce pas, au Parlement. Où est le Conseil constitutionnel du Congo? Si je ne me trompe, c'est encore la Cour suprême de justice qui fait office de Conseil constitutionnel au Congo. Une Cour suprême de justice qui est nommée par Joseph Kabila. La boucle continue de se boucler d'elle-même. Donc au fond, il y a un verrouillage de l'appareil d'État au Congo, de telle sorte que vous passiez par le Sénat, débat au Parlement, que ça revienne à l'Assemblée nationale,
que ça aille un jour, si jamais il y a contentieux, si jamais quelqu'un contestait justement la constitutionnalité de ce projet de loi, advenant que le projet passe, nous allons encore une fois nous retrouver devant la Cour suprême de justice, qui est aussi un organe vide de sens. Nous l'avons vu lors de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Vital Kamerhe a porté un contentieux électoral devant cette Cour suprême de justice. Et nous avons assisté à pire qu'une parodie de justice. L'on n'arrivait pas simplement à qualifier, n'est-ce pas, le grief porté. On est venu à inverser même la requête du citoyen Kamerhe, qui est un citoyen congolais qui venait devant la justice de son pays pour dire dans l'affaire l'État contre Vital Kamerhe. Non, c'était Vital Kamerhe. Bref, les Congolais et les Congolaises savent et ont tellement d'exemples de ce qu'est devenu la justice au Congo. Donc, pour me résumer, parce qu'on a été assez long, je considère, Rosen, que quel que soit le mécanisme juridique prévu, Joseph Kabila et son régime se trouvent à l'affût derrière, sinon le Sénat, en tout cas derrière l'Assemblée nationale. Ou alors, dans l'instance suprême faisant office de conseil constitutionnel, j'ai nommé la Cour suprême de justice. Dans tous les cas de figure, il y a beaucoup de chances, et plus que beaucoup de chances pour que ce projet passe. Et je dis à nos internautes avec force que ce faisant, le régime Kabila confirmera encore une fois la gouvernance par défi, parce que cette loi aura un grave problème de légitimité. Le peuple du Congo majoritairement n'en veut pas. Les seuls qu'ils veulent de cette loi, c'est l'Assemblée nationale. Et même l'Assemblée nationale, ce sont seulement les députés de la dite majorité présidentielle, puisque l'opposition parlementaire s'est déjà exprimée contre. Puisque les partis d'opposition qui ne sont pas représentés sont contre, puisque les organes de la société civile sont contre. Alors, que faut-il de plus à Joseph Kabila pour comprendre qu'il faut reculer? Quand je dis Joseph Kabila, je dis c'est lui qui contrôle les Bouchab, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle à travers la Cour suprême de justice faisant office du Conseil constitutionnel. Donc, l'interpellation finale revient encore une fois à Joseph Kabila. Et je termine en disant, voilà une preuve de plus que l'homme ne veut pas lâcher le pouvoir et que, quoi qu'il en soit, les mois à venir et les années à venir risquent de nous conduire vers une conflagration, parce que si le peuple du Congo se retrouve aussi déterminé contre Kabila qu'il l'a été en 2011, je redoute fort que ça fasse beaucoup de vagues, mais est-ce que ce n'est pas à cela que Kabila nous a conduits? Est-ce que ce n'est pas à cela que les Congolais qui continuent de soutenir ce régime et cet homme nous auront conduits? Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au peuple du Congo demain si massivement, comme certains d'ailleurs rêvent de le faire, ils prenaient les armes et qu'on liquidait tout au passage? Ce n'est pas la meilleure des solutions, je ne la préconise pas, je ne la recommande à personne, mais qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ce peuple systématiquement trahi par ses députés, par les institutions à tous les niveaux pratiquement? Si jamais ce peuple prenait les armes, si jamais ce peuple descendait dans la rue, s'il y avait du lynchage industriel par rapport aux apparatchiks du régime. Voilà, Rosen, que nos internautes nous pardonnent d'avoir été longs, on les a peut-être un peu embrouillés, mais l'essentiel, c'est que le projet risque de passer de manière plus ou moins constitutionnelle, tout en sachant que le projet lui-même est plus ou moins inconstitutionnel. Voilà. D'accord, merci beaucoup professeur Emongo pour vos précisions et puis l'exactitude avec laquelle vous avez analysé ce sujet qui était certainement assez long. On va passer du coup tout de suite au deuxième sujet, un sujet un petit peu plus économique. C'est la RTBF qui sort cet article « Congo, une réserve de 3 milliards de barils de pétrole dans l'Est ». Alors c'est un communiqué du groupe Fleurette qui nous l'apprend, le groupe Fleurette qui appartient au puissant homme d'affaires israélien Dan Gertler.
Alors c'est le groupe qui annonce lui-même qu'une réserve potentielle de 3 milliards de barils de pétrole a été découverte dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc ils ont fait 2 phases de tests sismiques. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur ces recherches-là au niveau du lac Albert, qui est donc à la fois entre le Congo puis qui a aussi une partie en Ouganda. Donc c'est un petit peu vraiment la nouvelle économique. Alors ils ont fait beaucoup de tests. Ça pourrait ramener, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est selon Oil of the Air Congo, la filiale pétrolière de Fleurette, une production de 50 000 barils par jour, je cite, augmenterait le PIB de la RDC de 25%. Donc ce sont des gros chiffres. Donc on étudie en ce moment la faisabilité de toutes les étapes qui sont à suivre pour mettre en marche ces questions-là. Alors est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle? On a vu que le pétrole pouvait apporter beaucoup au Congo, comme il pouvait aussi lui apporter d'autres choses qui sont plus négatives. Alors est-ce que vous, en tant que professeur, en tant que personne qui connaissait bien le Congo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? En principe, l'annonce d'une découverte de cette taille devrait être une bonne nouvelle pour le pays concerné. Premier élément, dans l'histoire de l'humanité, depuis que le pétrole est connu, on parle dans les pays qui ne sont pas occidentaux de la malédiction du pétrole. C'est tout à fait symptomatique qu'à peu près tous les pays producteurs de pétrole, ou en tout cas la grande majorité de ces pays, n'ont pas de régime démocratique. Et alors on construit, n'est-ce pas, des monuments mais pharaoniques au moment où il y a des gens qui n'ont juste pas de quoi manger dans ces pays-là. On va construire des îles, dans certains pays carrément une île inventée de toutes pièces, pendant qu'il y a des gens qui vivent encore dans des conditions d'esclavage. Il y a réellement une sorte de malédiction du pétrole. Le pétrole, qui est sans doute une bonne nouvelle pour une économie contrôlée par la nation, au service de la nation, le pétrole devient une malédiction, comme nous le savons en Angola, au Gabon, en Algérie, dans la plupart des pays producteurs de pétrole en Afrique. La situation de la population n'a que peu ou prou changé. Très 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 peu. Mais à côté de cela, vous avez quelques individus qui vont s'en mettre tellement plein les poches qu'ils vont, dans une année ou quelques mois, figurer au palmarès, par exemple, de Forbes. Alors donc, à première vue, ça devrait être une bonne nouvelle, mais tout de suite, il y a un mais. Et si la même malédiction du pétrole arrivait au Congo? Deuxième élément, et c'est là que je vais insister, nous avons de bonnes raisons de croire précisément que cette malédiction risque fort d'arriver au Congo, au moment même où nous nous parlons. Il y a dans l'histoire du Congo, depuis 1885 et même un peu plus tôt, depuis Léopold II, il y a toujours eu une sorte d'État dans l'État. Et cet État dans l'État a toujours été formé par des groupes de groupes extrêmement puissants, des groupes internationaux, la haute finance, des groupes d'investisseurs qui vont mettre ensemble énormément d'argent dans le seul but d'exploiter le pays. Cela a fait 80 ans de colonisation et cela fait aujourd'hui 50 ans et plus d'indépendance du Congo, avec tous les minerais que recèle ce scandale géologique qu'est le Congo. La situation de la population n'a jamais été aussi pire qu'aujourd'hui. Donc, on n'aura même pas attendu ce pétrole-là pour être déjà dans la malédiction au Congo. Ça, c'est un élément. Un autre élément, toujours par rapport aux ressources premières, aux ressources minérales notamment de la République démocratique du Congo. Mais nous savons très bien que le pétrole qui vient d'être découvert sous le lac ou dans le lac Albert n'est pas le premier pétrole découvert au Congo. La SOSIR, cette société qui exploitait le pétrole offshore pour le Zaïre déjà à l'époque de Mobutu, quelles sont dans les annales du Zaïre de l'époque puis du Congo d'aujourd'hui, quelles sont les rubriques de la macroéconomie où l'on peut voir les recettes
provenant de ce pétrole. Or, on continue d'exploiter ce pétrole. Il y a eu même à un moment donné une espèce de contentieux avec l'Angola qui serait en train de pomper le pétrole du côté du Congo. Oui, mais pendant que le Congo est en permanence dans l'instabilité politique, ses voisins continuent de pomper. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'au moment même où nous parlons, Rosane, l'Ouganda n'est pas déjà en train de signer des contrats et que dans quelques mois, l'exploitation va commencer de son côté. Nous avons beau savoir que c'est un lac frontalier. Sous le lac, le pétrole n'a pas de frontières. C'est une nappe. Et le premier qui l'atteint siphonne le tout. Et donc, voyez-vous, je ne veux pas du tout que nos internautes aient l'impression que je suis ici un oiseau de mauvaise augure, que j'annonce de mauvaises nouvelles, mais je dis, ailleurs dans le monde, le pétrole a été une malédiction, il l'est encore. Au Congo même, nous avons eu déjà un autre pétrole avant et nous n'avons pratiquement jamais rien vu de bon de ce pétrole-là. Je crois savoir même qu'à un moment donné, il était question de construire une raffinerie à Kinshasa avant qu'on ne découvre que le pétrole qui sortait offshore pour le Zaïre de l'époque ne pouvait pas être raffiné à Kinshasa. Bref, les mêmes bêtises risquent de se répéter. Et allons un peu plus loin. Est-ce que le régime en place, un régime élu, mais de la pire manière que l'on puisse imaginer, y compris des députés. Nous avons eu toutes sortes de contentieux qui sont restés lettres mortes, y compris des députés qui sont aujourd'hui de la majorité présidentielle. Il y en a qui n'ont jamais été élus, mais qui sont quand même députés. Le président lui-même, dans un tel régime, est-ce que nous ne risquons pas de voir le Congo, le pétrole du Congo vendu au rabais à un consortium étranger qui va corrompre le mieux les gens au pouvoir? Est-ce que, parce que nous allons aborder cette question tout à l'heure, les dernières nominations d'ambassadeurs auxquelles vient de procéder Joseph Kabila, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un agenda pétrolier dans le sac d'un de ces nouveaux ambassadeurs, de telle sorte que, en politique, comme vous le savez, Rosane, on ne donne rien pour rien. Qu'est-ce que Joseph Kabila espère des pays comme les États-Unis, la Belgique, le Luxembourg, le Pays-Bas, l'Union européenne en général et la Russie? Qu'est-ce qu'il espère en retour? Et qu'est-ce qu'il pourrait leur donner, eux? Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, ce même pétrole? Aujourd'hui, l'annonce a eu lieu, mais depuis quand est-ce qu'on sait qu'il y a ce pétrole? Peut-être depuis quelque temps, que c'est resté dans les secrets de Dieu, en attendant les tractations, que certaines tractations aboutissent, avant de faire cette proclamation officielle. Un troisième élément d'analyse. Dan Gertler, comme on dit au Congo, est bien connu en matière économique au Congo. Ce n'est pas seulement un homme d'affaires aujourd'hui multimilliardaire, parce qu'il est coté par Forbes au moins ou environ 2 milliards de dollars de fortune personnelle. C'est un homme d'affaires israélien qui se trouve être un des meilleurs amis de Joseph Kabila. Ce n'est un secret pour personne. C'est un homme dont les pratiques économiques ne sont pas toujours des plus recommandables. Il y a eu quelques affaires au niveau des allégations, il l'a toujours nié, etc. Que les internautes rentrent dans Internet, ils trouveront un certain nombre de détails. Je me contente ici de donner un peu le portrait. Il fait de l'argent, il investit au Congo et jusque-là, tout est bien. Mais qu'il soit si proche de Joseph Kabila et que le groupe qu'il dirige soit un des plus puissants en matière de minerais au Congo. Aujourd'hui, tellement diversifié dans ses forages et ses prospections, etc., eh bien, je crains encore une fois qu'il y ait ici une espèce de connexion entre
ce que certains membres de l'opposition de la diaspora congolaise appellent le Tutsi Power. Donc, c'est pas un fait anodin. En Ouganda, au Rwanda et au Burundi, ce sont des Tutsis. Probablement, je ne sais pas très bien pour ce qui est du président burundais, mais je suppose. Le pouvoir est entre les mains des Tutsis. Et en République démocratique du Congo, moi je l'ai toujours dit, je le répète, haut et fort. Jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila n'est pas congolais et est citoyen rwandais. À moins qu'il ne nous prouve le contraire. Et ceci, madame, n'est pas une demande farfelue. Joseph Kabila, en tant que, comme on dit, président de la République du Congo, est un corps constitué, c'est un personnage public. Il a l'obligation légale de transparence par rapport au peuple. Il n'a jamais prononcé un seul mot sur sa véritable nationalité. Il ne nous a jamais fourni aucune preuve. On va nous sortir des trucs idéologiques à travers la Belgique pour nous dire, bon, tout ce que chacun sait, voici sa maman qui a été l'épouse de... Mais les enfants biologiques, d'autres enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, certains en tout cas continuent de contester et le mariage de sa prétendue mère avec leur père et le fait qu'il soit le fils biologique de Joseph Kabila. D'autres éléments sont en notre possession, ils circulent même sur Internet, qui montrent bien qu'il est venu dans les bagages de l'AFDL et que c'est seulement une fois à l'intérieur du Congo qu'il va commencer à être connu comme Joseph Kabila. Avant cela, c'était le commandant Hippolyte Kanambe. Alors, ça c'est une parenthèse pour dire, étant donné toutes ces étoiles, toutes ces qui occupent une grande partie de l'Afrique centrale, est-ce qu'il n'y a pas une connexion vers Israël à travers Dengate-là, entre autres choses, sachant très bien qu'au Rwanda, Paul Kagame est le pouvoir Tutsi parce qu'il faut bien nommer ce pouvoir. Ils ont à un moment donné battu campagne à travers tout l'Occident en se présentant comme les Juifs africains. Nous sommes les nouveaux Juifs, etc. C'est Honoré Nganda, que beaucoup de Congolais n'aiment pas, sort parfois des choses intéressantes. Et il faut qu'on les lise, il faut qu'on comprenne. Il nous dit parfois des choses qui peuvent nous intéresser. Alors donc, je crains ici que l'asservissement du Congo, la mainmise du Rwanda notamment et de l'Ouganda sur les minéraux du Congo, sur les richesses du Congo, ne passe maintenant à une autre phase. Alors, pourquoi je dis cela? Cette annonce se fait au moment où Joseph Kabila va vers la fin de son deuxième et en principe dernier mandat. Pourquoi est-ce que Kabila quitterait le pouvoir alors qu'il a une nouvelle donne dans ses mains? Il a une nouvelle carte. Il peut très facilement maintenant, comme tous les autres pays africains l'ont fait, qui ont le pétrole, aller vers l'Occident et offrir presque gratuitement le pétrole du Congo en échange de sa longévité au pouvoir. Et j'imagine qu'alors le lobby Tutsi, puissamment installé à Kinshasa, travaille activement dans cette direction. Alors, cette idée j'ai failli dire Israel Connection, n'est pas farfelue. Ce n'est peut-être pas un hasard. Alors, je demande à nos internautes et au peuple du Congo de rester vigilants et de suivre tout cela de très près. Ce n'est pas seulement une nouvelle économique, ça peut devenir une malédiction de plus et qui va simplement prolonger celle déjà en cours. Alors, quels seront les mécanismes d'appel d'offres par l'État congolais pour l'exploitation de ce gisement pétrolier? D'accord. Nous ne savons pas. Alors voilà, autant de questions, je pourrais en soulever d'autres, mais on a déjà été assez long, alors je m'arrêterai là-dessus, sur cette question. Oui, merci beaucoup, professeur Amongo. C'est vrai qu'on a fait 2 longs sujets. On va essayer d'attaquer le troisième assez rapidement, surtout que vous l'avez déjà évoqué. Il s'agit d'un sujet qui concerne directement les Congolais de l'étranger, parce que c'est la nomination vous l'avez dit tout à l'heure, de 4 nouveaux ambassadeurs par Joseph Kabila. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a signé samedi 1er août dernier 7 ordonnances portant nomination des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de 6 pays et de la Commission de l'Union européenne. Donc ce sont nos collègues de Radio Okapi qui ont donné cette information. On compte notamment parmi ces changements François Baloumouene, qui représentera la RDC aux États-Unis d'Amérique,
et Dominique Kiloufia Kafua, qui est nommé ambassadeur de la RDC auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Commission de l'Union européenne. Alors ma première question, encore une fois, on va faire rapide parce qu'on a déjà fait 2 longs sujets, mais je pense que c'est important quand même, comme il s'agit des Congolais d'étrangers, de l'aborder brièvement. Ma première question, Monsieur Emongo, ces nouvelles nominations sont-elles des bonnes nouvelles pour la diaspora? Et deuxièmement, pourquoi pensez-vous que Monsieur Kabila effectue ces changements à une année de la fin de son mandat? Eh bien, comment qualifier autrement ce qui s'est passé à travers ces nominations que d'une offensive diplomatique de Joseph Kabila? Jusqu'à là, je ne vois pas de problème. Un président de la République nomme légalement des ambassadeurs qui vont représenter, suivant la constitution du Congo, la politique qu'il mène avec son Premier ministre à l'étranger. Jusqu'à là, en principe, pas de problème. Mais le caractère offensif de ces nominations, en ce moment précis, c'est-à-dire en fin de mandat, est extrêmement surprenant. En fin de mandat, en principe, regardez, je fais une parenthèse que fait Barack Obama, les dossiers qui lui tiennent personnellement à cœur par rapport aux États-Unis. Aller visiter les prisons, etc. Voilà, il pose un certain nombre de gestes pour la postérité. Il prépare sa sortie. Il n'a plus besoin d'offensive diplomatique parce que ce qu'il faisait par rapport à l'Iran semble avoir abouti et en tout cas être en bonne voie et quelques autres dossiers. Pourquoi donc cette offensive diplomatique du Congo en ce moment précis? Je dis bien offensive car il s'agit des ambassadeurs, plénipotents extraordinaires et plénipotentiaires. Donc ils ont tous les pouvoirs de négociation. Donc ce sont quelques-uns des rares ambassadeurs de la République démocratique du Congo qui ont de tels pouvoirs. Pourquoi c'est maintenant, à la fin du mandat, que Joseph Kabila éprouve le besoin de donner à des gens de tels pouvoirs, de plénipotentiaires, pour parler de la diplomatie congolaise à l'étranger? Point d'interrogation. Et je dis aussi que c'est une offensive parce qu'il s'agit de nominations visant les États-Unis d'Amérique, dont la décision est prépondérante en matière du Congo, de la Belgique. Ces 2 pays déjà font partie de ce qu'on appelle la Troïka avec la France. Mais même s'il n'y a pas de nomination directe par rapport à la France, mais à travers la Commission de l'Union européenne, on retrouvera la France. Dans l'histoire du Congo, Rosen, en 2 mots, il n'y a pas eu une seule décision prise par la Belgique qui ne soit avalisée par les États-Unis et par la France, et vice-versa. Donc, ces nominations de taille, jusqu'en Russie d'ailleurs. Le Luxembourg est bien connu comme un abri fiscal, etc. Ces nominations me posent de sérieux problèmes, notamment vu leur caractère offensif et vu le moment où Joseph Kabila le fait. Simple question à nos internautes qu'ils m'aident peut-être à mieux comprendre ce que je n'ai pas compris. Quels seraient les dossiers brûlants d'actualité de la vie nationale congolaise que ces nominations sont destinées à porter sur l'échiquier international? Je n'en vois pas. Nous avons des problèmes qui traînent depuis tellement longtemps. État de guerre endémique à l'est du Congo depuis tellement longtemps. Je n'ai jamais vu une offensive diplomatique pour régler ce problème. Des élections plus que chaotiques, 2 fois de suite. Et celles qui s'en viennent s'annoncent déjà tout à fait médiocres. Il n'y a strictement aucune offensive diplomatique par rapport à tout cela. Les chiffres, les relevés des Nations Unies et d'autres organismes classent systématiquement le Congo en queue de peloton en matière de développement humain. Je n'ai jamais vu d'enthousiasme particulier du régime de Joseph Kabila pour résoudre ce type de problème. Alors, pourquoi cette mobilisation d'énergie congolaise vers la diplomatie dans des pays aussi prépondérants que les États-Unis, la Belgique, la Russie, l'Union européenne? Point d'interrogation. Voilà, Rosen, peut-être que lorsque nous connaîtrons mieux quelles sont les lettres, quel est le contenu des lettres de créance de ces ambassadeurs, peut-être qu'en ce moment-là, nous verrons de quoi il sera question. Mais par rapport, pour terminer, à la diaspora, la nomination d'un ambassadeur n'a pas à être
favorable ou défavorable, une bonne ou une mauvaise chose pour une frange de la société. La diaspora, nous sommes des Congolais, oui, nous avons été naturalisés ailleurs, mais de cœur, nous sommes Congolais. Ça, c'est bien connu. Est-ce que maintenant, un régime qui se respecte le moindrement du monde peut nommer tout un ambassadeur à la fois extraordinaire et plénipotentiaire uniquement pour plaire ou déplaire à sa diaspora? Si c'est le cas, c'est que Joseph Kabila est plus que jamais aux abois, parce que je sais qu'il l'a déjà fait au moins en France, au moins une fois, n'est-ce pas, en prenant quelqu'un, un homme de poigne, etc., destiné à traquer essentiellement ce qu'on appelle les combattants, soit pour les retourner, soit pour les corrompre, soit carrément pour autre chose que je n'ose même pas nommer ici. Alors donc, si c'est dans ce sens-là que l'un ou l'autre de ces ambassadeurs a été nommé, ce sera encore une autre preuve que le régime en place ne travaille pas pour la population du Congo. Si ce n'est pas le cas, nous ne savons toujours pas quels sont les dossiers que ces ambassadeurs vont porter sur la scène internationale et nous n'avons pour le moment que des points d'interrogation. Nous attendrons peut-être un peu pour revenir sans doute sur ce même plateau et décortiquer davantage la question. D'accord, mais c'est parfait, Monsieur Emongo. Merci beaucoup d'avoir analysé avec nous ces trois sujets importants et qui ont fait l'actualité de cette journée du 3 août 2015. Je le rappelle, Monsieur Emongo, vous êtes professeur au Collège Atlantique en philosophie et également à l'Université de Montréal en théologie et anthropologie. Merci encore d'avoir analysé ces sujets avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Congo Mikili. Vive le Congo, vive l'Afrique, vive la liberté. J'aime beaucoup terminer mes interventions par ces trois mots. D'accord, merci beaucoup Monsieur Emongo et à très bientôt pour une prochaine analyse. Au revoir. L'analyse du jour. Ndenge nini kosala pona kobenga Congo na benga Congo. L'heure oza na Congo Mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Sima nango, cliquez likolo place bakomi, acheter. Enfin, pona montant ya carte oyo olingi. Mbala moko unité ekozala rechargé na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga na benga Congo. Basombela nga pe na carte benga Congo babenga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. L'analyse du jour.